Notre prochain orateur est Cyril Imbert, qui est chargé de recherche au CNRS et attaché aux archives Henri Poincaré. Et il est spécialiste d'épistémologie, mais aussi de philosophie des sciences, notamment de philosophie de la physique. Il travaille aussi en épistémologie sociale. Sa présentation s'intitule « Fiabilité, fiabilisme et problème de la généralité, perspective à partir de l'IA et des machines épistémiques ». Alors, je vais bien sûr commencer, comme tous les orateurs, par ce qu'on appelle l'excusatio propter infirmitatem, à savoir en disant que je ne suis pas compétent, mais je pense que c'est authentique pour tous les orateurs, mais c'est tout à fait normal sur un sujet comme l'IA, au sens où ça va à toute vitesse. On ne peut pas avoir des gens spécialement formés à l'IA, donc on prend tous le train en marche, et on essaie avec les outils qu'on a développés pendant des décennies en fait, de sélectionner au mieux les méthodes pour faire du bricolage comme on peut et essayer à la fin de dire des choses légèrement utiles. Bien. Donc, je vais vous parler de fiabilité des IA et plus exactement de fiabilité des usages particuliers des IA, sachant que les IA, en fait, c'est le problème de la fiabilité des IA, qui sont des outils épistémiques très compliqués, doit se traiter, on va dire, à la fois en épistémologie générale, parce que nous utilisons tous des IA, et par ailleurs en épistémologie, on va dire, plus spécialisée pour les spécialistes épistémiques, on va dire les scientifiques qui utilisent des IA. Donc c'est le cadre, et j'essaie de traiter globalement à peu près des deux objets. On fait de l'épistémologie, donc on essaie d'étudier les activités reposant sur des IA. Et donc là, comme l'exposé va être beaucoup moins fun que celui de Philippe, j'essaie quand même de vous lister au début les enjeux des discussions assez théoriques qui vont arriver pour qu'on voit en fait l'enjeu des discussions. Donc, l'enjeu, c'est d'essayer de déterminer ce que sont les bons usages des IA, donc dire quand c'est qu'on est légitime à utiliser une IA. Quand il y a eu des usages, comme en épistémologie, on veut être capable de décrire quand on a le droit de féliciter ou de blâmer les agents qui se sont comportés de telle ou telle façon. Donc pour ça, il faut être capable de dire s'ils ont bien agi. On veut essayer de maximiser l'impact des IA dans la société, dans la science. Donc pour ça, on veut déterminer ce que sont les bons usages pour que ça, in fine, que la société se développe le mieux possible. On veut être capable de garantir notre confiance, c'est-à-dire quand quelqu'un va produire une activité qui va reposer sur une IA, on a envie de se dire est-ce que je fais confiance ou non. Donc pour ça, il faut être capable de déterminer la fiabilité de ce qui a eu lieu. Et puis également, comme toujours, on veut être capable de donner des conseils à nos étudiants, aux communautés scientifiques. Voilà. Donc quand il y a eu des pratiques avec des IA, quand vous allez développer des pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien? Donc ça, c'est l'aspect recommandation en général. Donc c'est ce genre de choses qu'on veut étudier, qui sont à chaque fois donc, des activités qu'on essaie de piloter. Et c'est donc pour cela qu'on va faire des évaluations de fiabilité des usages des IA. Donc je dis bien que la cible, c'est ce qu'on vient de lister là. Parce qu'ensuite, faire ce qu'on va appeler une évaluation de la fiabilité, c'est très facile, on peut en faire une infinité. Vous prenez n'importe quel ensemble, vous lancez votre IA, vous avez des scores. Donc avoir d'écrire des mesures de cas dans lesquels ça marche pas, on peut en faire plein, mais ces mesures ne seront pas forcément informatives sur ce qu'on cherche à faire. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire réellement, c'est avoir des notions qui vont nous permettre de répondre correctement aux 4, 5, 6 questions que j'ai listées initialement. Alors, c'est de ce point de vue-là, c'est une question philosophique, qui doit bien sûr être nourrie de notre information sur les IA, mais c'est une question philosophique. Comment produire une notion de fiabilité qui permet de bien répondre à ces questions? Alors pour ça, il y a plein de critères. Je vais quand même en lister juste un ici. C'est que globalement, on sait bien ce que font les experts, ou ce qui correspond à des bons usages de l'IA.
Donc un critère assez minimal, mais en fait qui n'est pas forcément facile à remplir, c'est que quand on développe une notion de fiabilité, on veut que quand on l'applique, les pratiques des experts ou les pratiques des usages précautionneux des IA donnent des bons scores. Donc ça, c'est un critère que vraiment on veut pouvoir être capable de remplir. Alors, le cadre que je vais utiliser, c'est là que ça va devenir moins cool, c'est ce qu'on appelle le conséquentialisme, donc le fiabilisme conséquentialiste des processus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire un truc, c'est bon ou c'est pas bon, sur la base des effets que ça fait. Ce qu'on va caractériser, c'est les processus sont plus ou moins fiables, et puis voilà, on va faire un label de fiabilité. Donc c'est le cadre général. Alors, avant de se lancer dans tout ça, je vais juste donner quelques petites recommandations et décrire à peu près ce que je vais affirmer. Alors d'abord, je pense que c'est très important d'avoir en tête qu'il faut distinguer les questions définitionnelles des questions épistémologiques. Alors, des indicateurs épistémologiques. Une question définitionnelle, c'est on se dit comment on doit bien définir cette notion pour que ça réponde à une question. Et une question qui est très très différente, c'est ensuite comment on arrive à collecter des informations pour avoir la valeur quantitative. Donc, tout simplement, comment on définit la température, c'est une question théorique. Et ensuite, comment on mesure la température, alors là, ça peut être toute une autre limonade, d'accord ? Même chose pour les notions en biologie théorique. Vous avez la fitness, on essaie de définir la fitness, c'est très compliqué. Et des fois, on arrive à des notions où c'est bien défini, mais on galère beaucoup pour essayer de mesurer la chose. Alors, très souvent, quand on parle de fiabilité, en fait, on parle d'indicateurs de fiabilité, mais qui sont censés nous renseigner sur des notions qui ne sont pas forcément très bien définies. Donc ça, c'était la première mise en garde. Deuxième point, donc je vais défendre l'idée qu'en fait, par rapport à ces questions de notions fondamentales de fiabilité, en fait, l'IA ne pose pas de problèmes spécifiques définitionnels. On est dans les mêmes problèmes fondationnels qu'on a dans le fiabilisme en général, c'est-à-dire essayer de définir la fiabilité correctement, et que globalement, les IA, ça va être juste ce que j'appelle des engins épistémiques, c'est-à-dire des choses qu'on nourrit et qui nous permettent de donner des réponses, et que globalement, donc les simulations ou l'usage de Wikipédia, enfin tout ça, c'est des engins épistémiques, et que globalement, l'IA ne pose pas de problèmes généraux plus que ces différentes choses, même si bien sûr ensuite il y a plein de problèmes d'épistémologie appliquée liés aux IA, parce que là ensuite ça pose plein de problèmes techniques. Troisième point que je vais défendre, c'est qu'en fait ce qu'on doit développer, cette notion de fiabilité, il faut la réintégrer, on va dire, dans ce que j'appelle de la philosophie de l'action, c'est qu'en fait la fiabilité, c'est toujours la fiabilité non pas de processus, mais d'action. Donc du coup, en fait, il va falloir bien définir ce que c'est que l'action pour pouvoir caractériser la fiabilité des actions. Et si on veut juste en rester à la fiabilité de l'outil ou du processus, on ne fait rien de bien. Donc en fait, voilà, je dis une notion de fiabilité dans l'action qu'on doit développer pour répondre de façon informationnelle à nos problèmes initial. Bien. Donc ça, c'était le cadre général. Alors ensuite, je vais essayer de jouer au prof. Je ne suis pas prof, mais je vais essayer de jouer au prof. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le conséquentialisme, je vais passer assez vite, mais c'est pour vous rappeler quand même 2-3 petites choses pour que vous compreniez le cadre. Donc, premier point, on essaie d'évaluer ce qu'on appelle le caractère bon des actions. Alors quand vous voulez faire ça, il y a 3 cadres habituels. Soit vous suivez des principes qui sont bons et vous les appliquez, donc déontologisme. Soit vous avez une approche par vertu, soit une approche conséquentialiste, parce qu'on considère qu'une chose est bonne du fait de ses conséquences, du fait de ses effets positifs. Alors, donc là, je prends un cadre conséquentialiste. La raison de base est que, alors, dans la science, globalement, la seule chose qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc, c'est pas. Alors, j'ai plein de. On peut moduler. Bien sûr, il y a l'éthique, il y a les valeurs, tout ceci est très mélangé. Ce qui pose d'ailleurs des gros problèmes pour l'évaluation conséquentialiste, parce que vous pouvez être. L'évaluation éthique des actions, c'est une chose, l'évaluation épistémique, c'est une autre chose, et dans la science, les deux se mélangent. Donc je peux être potentiellement conséquentialiste pour ce que je veux faire au niveau épistémique, et pas du tout conséquentialiste du point de vue éthique ou politique, et je vais devoir mélanger tout ça pour dire si les choses sont bonnes ou mauvaises. Donc ça, c'est un gros problème. Donc là, on va faire comme si la science était un univers purement épistémique, et donc dans la science, on va dire que la seule chose qui compte à la fin, c'est les résultats. Seuls les résultats importent et les seuls résultats restent. Donc on évalue les procédures en fonction des résultats. Bien. Donc on est conséquentialiste. Et quand on est conséquentialiste, quelle est la procédure? J'ai toujours mon petit décalage. Donc d'abord, vous choisissez ce que sont les choses qui ont de la valeur.
Typiquement, on va dire les croyances vraies. Donc là, vous définissez la valeur de base. Ensuite, vous allez avoir un ensemble d'options possibles, d'alternatives, entre je peux faire ça, ou ça, ou ça, et vous allez faire un classement sur la base des effets. Donc là, il y a toute une procédure pour établir un classement. Et à la fin, dernière chose, vous dites, ben voilà, la chose à faire sur la base du classement. Donc ensuite, il y a une connexion entre le classement et la chose à faire, qui est la dernière chose. Bien. Donc voilà, donc ça c'est le schème conséquentialiste général. Et alors mon petit souci, c'est que plus j'approfondis la question, plus j'ai l'impression que, alors que les conséquentialistes essayent de trouver une seule notion de fiabilité qui permet de tout faire, en fait j'ai l'impression que le conséquentialisme c'est vraiment juste un schème, et même au sein de l'épistémologie, potentiellement ils font différentes notions selon les différents problèmes qu'on étudie, étudier la valeur épistémique d'une institution, les recommandations, les guides de bonne pratique, etc., etc. Bon, donc ça, Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se mettre juste dans un problème particulier, qui est le problème classique en épistémologie. On se dit, il y a quelque chose qui a été fait, donc une action épistémique a été faite, quelqu'un a utilisé une IA pour faire quelque chose, et on se dit, bon, alors le résultat est ce qu'il est, on le connaît ou on ne le connaît pas, et on se demande si le processus qui a mené à ça était fiable. Pour un conséquentialiste, le truc central, c'est évaluer la fiabilité du processus qui nous a mené. Si le processus était un processus fiable, on était justifié à croire. Et le problème qui m'intéresse plus en détail, c'est ce qu'on appelle le problème de la généralité. Donc, vous avez une chose qui a été faite, et pour évaluer la fiabilité de la chose, il faut dire que c'est un processus de tel ou tel type, et on va ensuite évaluer la fiabilité du type en question. Alors l'exemple classique, c'est vous regardez, votre grand-mère regarde par la fenêtre quelque chose qui se passe, et vous vous dites, et ensuite elle développe une croyance, et vous dites, est-ce que la croyance est justifiée? Ça repose sur le processus qui a mené à ça. Alors vous pouvez dire, bon, en fait, c'était un exemple de vision. Donc la vision, en général, on sait que c'est globalement fiable, donc tout va bien. Ensuite, vous pouvez dire, ah oui, mais c'était un exemple de vision de grand-mère. Alors on sait très bien que les visions de grand-mère, c'est moins fiable, parce que moi je commence à avoir des problèmes de vision également, donc on sait que globalement c'est moins fiable. Sauf que c'était potentiellement un problème de vision de grand-mère avec des lunettes, donc de vision corrigée. Donc là, la fiabilité va remonter, etc., etc. Donc à chaque fois, on a un processus particulier, on applique des prédicats pertinents pour caractériser le processus, et on se rend compte que selon les prédicats qu'on applique, la fiabilité qui correspond à la classe qu'on obtient est différente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de la généralité. On a un processus particulier, donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'on utilise une simulation, une IA, et on se dit, alors quel est le bon type pour déterminer la fiabilité du processus qui vous a mené à votre croyance? Bien. Et en fait, c'est un problème complètement classique en épistémologie. Et si vous n'êtes pas capable, à la fin des fins, de dire ce qu'est le bon type, vous ne serez pas capable d'avoir... vous pouvez faire autant de mesures de fiabilité que vous voulez, vous pouvez mettre le type que vous voulez, mais si vous n'avez pas des bonnes raisons pour décrire ce qu'est le bon type, vous n'avez pas de mesures solides, robustes de fiabilité. Vous avez mal défini la chose, donc du coup, tout le conséquentialisme, on va dire, se casse la figure. Alors là, j'ai juste un slide, mais je vais avancer plus. C'est juste pour signaler qu'en fait, ces problèmes de type, on les a pour le problème de la généralité, mais en fait, on a à peu près le même type de problème quand on parle des règles. Si vous êtes conséquentialiste en éthique, vous dites qu'il y a des règles qui décrivent ce qui est bon, sauf que les règles peuvent être plus ou moins générales. Donc ensuite, selon la généralité des règles, elles auront des effets, vous allez mesurer leurs effets de façon plus ou moins fine, et en fait, ça peut varier la mesure de goodness de vos règles. Donc en fait, il y a des problèmes assez parallèles. Mais bien, donc ça c'est le problème général, et maintenant, on en arrive à l'évaluation de la fiabilité quand vous avez des simulations, des IA. Et alors, ce qui est assez sympathique dans le conséquentialisme, c'est que ça vous permet de caractériser le processus, et vous pouvez même étudier différents moments du processus. À savoir, par exemple, vous pouvez dire, voilà le type de méthode qu'on a utilisé pour produire nos données. On sait que les données, il faut des bonnes données pour nos processus, donc ça peut être une caractéristique du processus très tôt que vous étudiez, et ça vous donne une évaluation de la fiabilité du processus à un stade très antérieur. Et donc ça, c'est très important, parce que bien sûr, quand vous développez des IA, vous avez beaucoup de conditions, de propriétés que vous pouvez vouloir remplir dans la production de votre IA. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour une simulation. Une simulation, vous allez devoir la calibrer. Donc il y a toute une procédure de calibration qui est compliquée, qui va avoir un impact sur l'objet que vous avez à la fin. Alors ça, on va oublier, et on va juste aujourd'hui se concentrer sur les cas
dans lequel, je vous ai dit, oublions le passé. Alors le passé, il est très intéressant, c'est ce que je vous ai écrit, quelles sont les procédures, les règles en amont qu'on a respectées. Et là, considérons juste qu'on a une IA qui est paramétrée, qui a fait son apprentissage, et c'est là qu'on va se demander comment on évalue, quand cette IA est utilisée, comment on évalue sa fiabilité. Donc on est dans le cadre d'un usage particulier d'une IA qui a déjà été créée. On oublie toute l'évaluation antérieure de la fiabilité qui est intéressante pour plein de choses, comment on organise les communautés. Et donc on se place donc à cet moment synchronique, et donc à la fin, et on la nourrit, et on se dit, maintenant qu'on utilise cette IA particulière, est-ce qu'on est justifié à croire qu'on obtient tel ou tel résultat? Donc voici la situation qu'on a. Donc à gauche, je vous ai mis le cas d'une simulation, à droite, le cas d'une IA. Donc vous avez un logiciel, un objet informatique qui est votre IA ou qui est votre simulation, donc c'est la boîte bleue. Et à gauche, ce que j'ai représenté, c'est toutes les façons de nourrir cette IA. Donc comme à chaque fois, c'est tous les inputs possibles, donc c'est la classe des inputs. Et puis ensuite, vous allez quand vous faites une simulation particulière ou quand vous utilisez un usage particulier d'une IA, vous nourrissez et ça fait un processus particulier. Donc à gauche, là, je vous ai dit, on a une simulation climatique, météorologique. Et voilà, vous la nourrissez avec un certain champ de vent, de température, voilà, et pouf, ça vous fait une simulation, un processus particulier, et c'est celui-là que vous allez souhaiter évaluer. Même chose avec une IA, vous la nourrissez avec une image, ça vous donne un résultat, et vous dites, ce processus particulier, qui utilise mon IA, fiable ou pas fiable. Et donc c'est là qu'arrive de nouveau le problème de la généralité, qui est qu'on va vouloir évaluer la fiabilité de ce processus. Donc on a vraiment un processus particulier lié à un input particulier, et on se dit, ce truc-là, est-ce que c'est fiable ou est-ce que c'est pas fiable? Pour pouvoir répondre, donc de nouveau, il faut avoir déterminé l'ensemble, la classe de cas sur lequel on fait notre évaluation. Donc cette classe de cas, dans le cas particulier ici, comme l'IA, tout est cadré, la seule chose qui peut varier, c'est les inputs. Notre problème de la généralité ici se résume à quelle est la classe d'input sur laquelle on doit faire notre évaluation. Et là, il y a pas mal de possibilités. Alors, vous pouvez dire, on va évaluer ça sur tous les inputs possibles, sur certains inputs possibles, sur les inputs sur lesquels on a fait notre apprentissage. Il y a plein de possibilités. Alors, et puis pour la fiabilité, on va dire, ça va être le nombre d'inputs qui donne les réponses correctes, divise le nombre total d'inputs. Je mets les questions de mesure et de mesure sur la distribution de côté qui en fait sont très importantes, mais on simplifie les choses. Et on a la fiabilité. Donc ça, c'est très bien, mais total number input, et on a besoin de savoir la classe initiale d'input. Et si on n'est pas capable de mettre un type là-dessus, on ne peut pas avoir une mesure. Donc en fait, il faut trouver un type, mais avoir des bonnes raisons de choisir ce type. Alors, donc première proposition, bien sûr, on peut dire, on prend tous les inputs, après tout, on a notre... voici comment on peut alimenter, donc on y va. Sauf que, alors là, notamment dans le cadre des IA, ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous prenez tous les inputs, globalement, la majorité de vos IA ont une fiabilité qui est à peu près nulle, parce que la majorité des inputs que vous allez avoir des choses qui sont globalement du n'importe quoi, donc c'est nonsensical. Donc ça veut dire que si on fait ça, globalement, ça ne va pas. Par ailleurs, si vous voulez dire que la fiabilité de la chose, c'est la mesure sur l'ensemble, vous allez avoir une seule mesure, sauf qu'ensuite il y a des problèmes également d'évolution temporelle, des fois dans la réalité ça bouge, donc en fait vous avez des fiabilités qui peuvent elles-mêmes évoluer, donc ça ne va pas très bien. Par ailleurs, même sur les cas qui font sens, on va dire, dans le cadre des IA, souvent ça ne marche pas bien du tout. Donc il y a des études célèbres dans lesquelles vous avez des images de véhicules, très bien, et vous avez vos images de véhicules, donc voilà, et puis on s'amuse à faire des légères rotations, c'est-à-dire des angles légèrement différents, ce qui veut dire là on est vraiment sur des inputs qui font sens. C'est des camions, sauf qu'on a pris un angle qui était... Voilà. Et là, les performances de l'IA tombent de façon catastrophique. Donc là, de nous, on se dit, tous les inputs, ça ne va pas. Il y a vraiment certaines classes d'inputs, on ne les veut pas, parce que autrement, ça dégrade la performance de notre IA, et ça ne va pas être... alors que potentiellement, ça correspond à des cas qu'on ne va pas vraiment rencontrer. Bref, il faut vraiment être capable de déterminer ce qu'est la classe. Donc, all inputs, pas très intéressant. Deuxième possibilité assez naturelle, on va dire la fiabilité. En fait, c'est la fiabilité que vous avez obtenue dans la procédure de calibration. Donc, la procédure de calibration, c'est que vous avez votre ensemble de données, vous allez le couper en deux. Vous avez la première partie pour faire l'apprentissage, et une fois que vous avez fait votre apprentissage, ensuite vous allez évaluer sur la deuxième partie de votre ensemble de données. Et là, selon la façon dont on coupe les deux, on ne peut pas tout maximiser.
Mais globalement, ça va être la réponse, on va dire, du designer qui dit voici la fiabilité de mon IA, voici l'apprentissage que j'ai fait sur ces données-là, et c'est ça qui devrait être la fiabilité. Alors ça, c'est bien gentil, mais en fait, pas forcément. Première raison, d'abord parce que les usages souhaités sont beaucoup plus larges que la classe de données qu'on avait initiale. Justement, la classe de données, c'est juste pour apprendre, mais ensuite, on vise des classes d'usage qui sont beaucoup plus larges. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ce sous-ensemble restreint pour l'apprentissage et ensuite l'évaluation de notre IA qu'on a entraînée, ça veut dire peut-être au mieux, alors d'abord une garantie, donc aussi d'avoir des garanties que ça va bien marcher, et ensuite peut-être un indicateur de ce qu'est votre fiabilité finale. Mais votre fiabilité finale, si vous devez vraiment la définir, ça va être sur un ensemble qui est plus large. Bien. Et puis on a de nouveau le problème de l'évaluation temporelle. Donc de nouveau, ça, on va dire, c'est sans doute un bon indicateur épistémologique, c'est-à-dire comment on essaie pour déterminer avec notre travail scientifique la fiabilité, mais c'est sans doute pas ça qui est la bonne notion, la bonne classe qu'on doit utiliser pour définir en fait la fiabilité d'une IA. Alors, troisième possibilité connue dans la littérature qu'on peut réappliquer aux IA, c'est de dire, le problème quand vous faites tout ça, c'est que sur vos mesures, vous allez mettre potentiellement dans une classe des cas qui sont très différents. À savoir, il y a des cas sur lesquels ce n'est pas fiable du tout, des cas sur lesquels c'est fiable. On aimerait que quand vous faites votre évaluation sur un cas, on aimerait que l'évaluation soit homogène. C'est-à-dire que quand on a une utilisation qui n'est pas terrible, c'est que vous êtes dans la sous-classe des évaluations pas terribles. De toute façon, quand vous êtes dans certains types de cas où ça marche très bien, ça, il faut le mettre avec d'autres cas pour lesquels ça marche également très bien et à peu près pour les mêmes raisons. Donc, quand on fait de l'évaluation de la fiabilité, une intuition que vous pouvez avoir, c'est qu'en fait, on veut des classes homogènes par rapport à la fiabilité. Et là, on aura évalué notre token process de façon cohérente. Donc, si on veut des classes qui sont homogènes, on prend notre courage à deux mains, on prend notre input, ensemble des inputs initiales, et on va le couper de différentes façons. Et à chaque fois qu'on trouve une façon de le couper en deux sous-classes pour lesquelles la fiabilité est différente, ça veut dire que ces cas-là ne doivent pas être traités de la même façon. Donc vous faites des partitions qui sont pertinentes par rapport à la fiabilité, et puis vous continuez à partitionner pour essayer de restreindre ça, pour ensuite avoir une sorte de grille de cas qui sont homogènes. Et ensuite, une fois que vous avez votre grille de cas homogène, vous dites, c'est très bien, maintenant j'ai un usage particulier, ça tombe dans telle case, voici la fiabilité de telle case, qui est évaluée sur des cas homogènes, donc tout va bien. Alors, une critique qu'on fait d'habitude à ce genre d'approche, c'est qu'en fait, si vous faites ça jusqu'au bout, vous risquez à la fin d'avoir juste identifié des cas isolés, parce que des partitions, on peut toujours en faire, vous allez toujours trouver des façons de faire des partitions qui séparent les choses, et donc à la fin, vous allez juste avoir des cases individuelles pour lesquelles vous aurez une fiabilité qui sera soit 0, soit 1 en fonction de la réponse. Donc à la fin, on va avoir des des partitions qui nous amènent à très très fine jusqu'au cas individuel, et finalement on a une mesure de fiabilité qui est plus vraiment très intéressante. Par ailleurs, là où on peut également ne pas être satisfait de ce type de solution, c'est que tout ceci est complètement orthogonal par rapport aux usages qu'on peut avoir d'une IA. Au sens où il y a des usages qui sont authentiquement non fiables, dans lesquels on a vraiment mis ensemble des choses qui n'allaient pas, des inputs qui n'allaient pas ensemble du tout, mais si c'est vraiment ça ce qu'on fait, on aura une pratique qui ne sera pas fiable. Donc en fait, l'idée de s'orienter par rapport à une sorte d'objectivité, d'homogénéité des cas, c'est sympathique, mais ce n'est pas du tout informatif par rapport à nos usages des IA, qui sont bons, pas bons, ça dépend, mais puis des fois, on met ensemble des choses qui n'auraient pas on n'aurait pas dû les mettre ensemble, mais c'est ce qu'on fait, donc ça correspond aux pratiques réelles. Donc c'est pour ça que je dis, quand on évalue vraiment la fiabilité des actions, en fait, des fois, on a des processus qui sont des actions, des activités qui sont inhomogènes, mais elles sont authentiquement inhomogènes. Donc il faut mettre les choses inhomogènes ensemble dans certains cas. Bien, donc ça, en fait, c'est pas non plus très satisfaisant. Alors, si vous connaissez l'origine de ce modèle-là, c'est par rapport à des théories de l'explication, d'ailleurs, pour lesquelles on a essayé d'identifier des processus causaux qui, eux, devaient être homogènes. Donc, ce type de théorie, en fait, ça fait complètement sens pour l'idée, pour les modèles d'explication, même si, en fait, ça ne marche pas non plus pour les modèles d'explication pour d'autres raisons. Mais en fait, on voit très bien quelle était l'idée d'homogénéité. Quand vous avez de l'explication, en sciences sociales, vous voulez avoir des classes de cas qui soient homogènes parce que les choses doivent s'expliquer sur la même base. Donc oui, on veut de l'homogénéité. Là, c'est pas ça. Là, on veut évaluer des actions qui potentiellement, quand les agents
mettre ensemble des torchons et des serviettes. Bon, tant pis pour eux, ils ont mis ensemble des torchons et des serviettes. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Alors, d'autres possibilités encore, où il y a des gens qui vous disent mettez ensemble juste les cas qui sont normaux, dans la normalité des circonstances d'usage. Bon, donc là, vous pouvez avoir une longue discussion sur la normalité, mais on ne s'en sort pas. Et enfin, un dernier auteur que j'ai beaucoup utilisé pour cette préparation, qui vous dit, à la fin, ce qu'il faut, c'est mettre ensemble des instances, donc des inputs, qui sont proches les uns des autres. Et donc, ce qui veut dire qu'il va falloir, pour faire une évaluation qui fasse sens, avoir des métriques de similarité, et ensuite, ce qui nous permettrait de faire des classes de cas qui sont globalement homogènes. Mais de nouveau, même objection, c'est bien beau de faire ça, mais si vous avez une métrique objective pour mettre ensemble des inputs, mais ça ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans les pratiques. Donc, j'arrive vers ce que je propose en disant, en fait, ce qu'il nous faut, c'est une évaluation de la fiabilité qui reflète bien nos pratiques, et pour cela, il faut tenir compte de ce que les agents font réellement. Alors, je commence par quelques platitudes. Donc, première platitude, les processus individuels, oui, ça marche, ça ne marche pas. C'est comme ça. Sauf que des fois, ça va marcher, mais c'est que vous avez eu de la chance. Et puis des fois, parce que vous avez pas bien agi dans vos choix, mais ça s'est bien passé, tant mieux pour vous. Et inversement, des fois, ça ne marche pas, alors que vous avez très bien fait les choses. Donc, premier critère lié à ça, c'est-à-dire que sans doute que l'évaluation de la fiabilité doit être en partie indépendante du résultat particulier de votre évaluation de votre token process. Parce qu'il y a de la chance quand vous agissez. Oui, il y a des choses que vous ne contrôlez pas, ce qui fait que vous allez traiter de la même façon différents cas. La chance, elle est authentiquement présente, et la chance, il faut en tenir compte au sens, c'est pas parce que vous avez de la chance que du coup c'était très très fiable. Non, si votre pratique, inversement, est telle qu'il y a beaucoup de chances pour que ça marche bien, vous avez une pratique qui n'est pas très fiable. Donc oui, la chance, ça doit être quelque chose dont on tient compte. Donc oui, il faut tenir compte de la chance quand on décrit comment on fait l'évaluation des processus. Deuxième type de platitude, c'est par rapport à l'évaluation des outils épistémiques. Donc les outils épistémiques, ils ont des performances, mais globalement, la performance d'un outil épistémique, c'est quelque chose qui n'a pas de définition, ça n'a aucun sens. Un outil épistémique, ça n'a pas des qualités intrinsèques, ça va être quand vous l'appliquez pour un certain type de problème par rapport à certaines circonstances, là, effectivement, vous aurez des caractéristiques de performance. Par exemple, les voitures n'ont pas de vitesse intrinsèque. Une voiture ou une vitesse maximale intrinsèque. Non, c'est quand vous mettez sur certains types de revêtements, dans telle densité de l'atmosphère, avec tel champ gravitationnel, que là, vous allez avoir tel champ. Donc voilà, la vitesse intrinsèque d'une voiture, qui est un outil comme un autre, ça n'a pas vraiment de sens. Même chose pour les algorithmes qui résolvent un problème computationnel, ils n'ont pas de performance intrinsèque. La performance d'un algorithme, c'est toujours la performance d'un algorithme par rapport à un problème computationnel, c'est-à-dire sur une série d'instances. Alors, donc un problème computationnel, qu'est-ce que c'est ? Vous posez un problème, il y a des réponses, voilà, et puis surtout, c'est un ensemble d'instances. Et alors, typiquement, un des problèmes les plus connus en informatique, c'est le problème SAT, mais c'est un problème parmi d'autres, mais il y a SAT, mais il y a également 3 SAT, il y a 2 SAT, c'est-à-dire c'est le nombre de clauses à chaque fois. Il y a 3 SAT, il y a 2 SAT, il y a 2,5 SAT, il y a 2 plus P-SAT, il y a plein de versions de SAT qui sont différentes, et un algorithme peut être assez mauvais sur SAT et très bon sur 2,5 SAT. Donc en fait, la performance de l'algorithme, elle est intrinsèquement définie par rapport à cette classe d'instances. Et si vous n'avez pas tout ça ensemble, en fait, la notion de performance n'est pas bien définie. Même chose quand vous faites des mathématiques, vous amusez à inverser des matrices, et vous avez des algorithmes d'inversion des matrices, et puis en fait, des matrices, il y a plein de types de matrices. Donc le problème général de l'inversion des matrices, vous pouvez avoir un algorithme qui n'est pas trop mal sur l'ensemble, mais qui va être excellent pour certaines sous-matrices, et très mauvais pour d'autres. Donc vraiment, si on veut avoir une mesure, ça va toujours être par rapport à une sous-classe. Bien. Donc ça, c'est les algorithmes qui sont des outils épistémiques qui doivent s'appliquer à des cas particuliers, donc à des problèmes. Et là, je fais un tout petit écart vers la philosophie des sciences, parce que je suis aussi philosophe des sciences. Même chose pour les modèles. Donc là, récemment, mais en fait depuis une dizaine d'années, même avant, il y a toute une littérature sur les modèles comme des outils épistémiques, parce qu'auparavant, on a essayé de décrire l'adéquation d'un modèle, l'adéquation à la réalité d'un modèle. Donc on disait, on regarde toutes les conséquences d'un modèle, et on se dit, c'est bon ou c'est pas bon. Et donc ces auteurs-là vous disent, en fait, c'est complètement absurde, on sait très bien qu'un modèle, c'est faux, donc quand vous regardez toutes les conséquences, ils sont tous falsifiés, mais ça ne nous gêne absolument pas pour les utiliser.
qu'est-ce qu'on fait? En général, on utilise un modèle qui est faux dans les 95% des cas par rapport à certains types de performances qui nous intéressent, par rapport à certaines questions, par rapport à tel ou tel ensemble de circonstances. Et donc, ils décrivent ce qu'on a en adequacy for purpose. Donc, si vous ne décrivez pas vraiment le type d'action orientée vers certains buts épistémiques et seulement utilisé dans telle ou telle circonstance, en fait, votre évaluation n'a aucun sens. Donc, ils ont cette notion d'adequacy for purpose. C'est Wendy Parker pour ne pas la nommer. Bien. Donc, les modèles épistémiques, alors c'est comme ce que je vous racontais avant sur les problèmes informatiques, en fait c'est la même idée, à chaque fois la performance c'est par rapport à une cible particulière et à un ensemble de cas dans lequel on souhaite pouvoir faire les choses. Alors ensuite, votre cible elle peut être correspondre à un seul cas. Par exemple, quand vous envoyez une fusée sur la Lune, ben là, ça correspond à un seul cas, c'est ça votre performance. Ou alors, ça peut être faire de la prédiction météorologique en général, et là, votre gamme de cas et votre performance, elle est sur une infinité d'instances par rapport à tous les cas où vous voulez être capable de faire vos prédictions. Donc, en fait, la performance et la cible, et la gamme des circonstances dans lesquelles on doit faire notre évaluation est large. Et ça peut varier, pour le même modèle, ça peut varier selon les cas. Alors, je vais sauter ça, c'est des exemples en climatologie, mais on va à 36, d'accord. Alors, qu'est-ce que tout ceci nous indique? Alors, ça nous indique d'abord qu'en fait, cette quête un peu désespérée du bon ensemble pour évaluer un processus particulier est sans doute un fait un peu absurde, au sens où tout ceci va dépendre de façon intrinsèque du type d'activité dans lequel un processus a été mis en place et de l'ensemble de buts que poursuivaient des personnes et surtout du degré de vigilance épistémique qu'elles pouvaient avoir en utilisant tel ou tel outil. Autre exemple, quand vous avez des logiciels en dynamique des fluides, par exemple un vieux logiciel Fluent, bon, très bien, vous pouvez l'appliquer et si vous êtes un utilisateur assez mauvais, vous l'appliquez systématiquement. Sauf qu'en fait, ces logiciels de dynamique des fluides, en fait, ils ont des conditions d'utilisation qui sont assez précises et on ne peut pas les utiliser pour tous les écoulements. Donc, en fait, un utilisateur expert va savoir exactement dans quel cas il l'utilise. Donc, on voit à travers ces exemples qu'en fait, c'est à travers la notion d'usage qu'on va pouvoir décrire ce que c'est qu'une utilisation experte et donc une utilisation fiable, et donc un usage fiable d'un epistemic engine du INA ou d'une simulation. Et donc, en fait, si on ne conceptualise pas correctement ce que sont ces usages, ça n'a pas beaucoup de sens de conceptualiser la fiabilité de tel outil épistémique. Donc, vers quoi je vais en faisant ça? En disant, en fait, il faut conceptualiser les usages de façon juste suffisante pour qu'ensuite on ait une mesure de fiabilité qui fasse sens. Alors, est-ce qu'on a fini notre travail dans cette histoire? Pas vraiment, parce que là, on a fait le problème à l'envers, au sens où on s'est dit, bon, j'ai un outil, pourquoi je veux l'utiliser, je sais pourquoi je veux l'utiliser, et là, je vais faire ensuite étudier la gamme des cas et voir dans la gamme des cas d'utilisation de mon outil si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc là, on a par définition la gamme des situations dans lesquelles on veut étudier la chose, les buts cherchés, et l'évaluation est facile, au sens, elle est dans la définition du problème qu'on a mise. Là, on a un problème qui est un petit peu plus compliqué, à savoir ce qu'on a accès quand on veut faire le genre de choses que je décrivais au début, dire est-ce que la personne était légitime, avait raison de faire ce qu'elle faisait, est-ce qu'on doit la blâmer ou non. Là, ce que vous avez, c'est juste un processus particulier, et vous n'avez aucune idée du type auquel qu'on doit lui donner. Donc en fait, le cadre que j'ai mis en place, c'est sympathique, mais ça veut dire qu'il faut reconstruire en fait la pratique qui était en jeu pour pouvoir faire notre évaluation. Donc en fait, ce qui est crucial, parce qu'ici, on a l'IA, elle détermine exactement ce qu'est la procédure utilisée. Donc là, la seule chose qui nous manque, c'est l'ensemble des cas dans lesquels l'agent qui utilise cette IA aurait pu utiliser en fait cette IA. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est déterminer ce qui, dans un usage d'une IA, correspond à la classe des cas qui, pour l'utilisateur, sont équivalents. C'est-à-dire, il a un certain usage d'une IA, et il va l'utiliser dans une classe en disant, bon, pour tous ces cas-là, je peux faire la même chose. Donc si vous avez ça, alors là, vous avez effectivement une caractérisation
correcte de la gamme des cas dans lesquels exactement les mêmes procédures sont appliquées. Et ensuite, vous avez une procédure particulière avec tel input particulier qui a été utilisé, mais du point de vue de l'utilisateur, c'est juste une question de chance d'être tombé sur celui-là, celui-là ou celui-là. Donc vous avez la gamme des cas dans lesquels il se comporte exactement de la même façon, et en fait c'est par rapport à cette classe-là qu'il faut faire l'évaluation. Et tout le reste, c'est juste une question de chance. S'il a de la chance, il tombe sur un cas où ça marche. S'il n'a pas de chance, il tombe sur un cas où ça ne marche pas. Mais ça, c'est juste une question de chance. Et un utilisateur qui est expert va justement essayer de réduire tout ce qui est lié à la chance. Donc de faire en sorte justement que sa classe de cas soit homogène et qu'il n'ait pas de soucis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire de façon sensée notre évaluation? On doit déterminer ce qu'est cette classe des instances que un utilisateur particulier va considérer comme équivalent du point de vue de ce qu'il fait. Équivalent au sens où j'applique exactement les mêmes procédures. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une classe d'équivalence pour l'usage. Alors, c'est-à-dire la classe des cas dans lequel l'agent aurait utilisé la même procédure, et j'aime pas le aurait parce que je suis tradition empiriste et c'est une notion modale, mais c'est comme ça. Bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est assez sympathique parce que ça nous donne quand même quelque chose qui n'est pas complètement trivial, c'est que selon le cas, un processus particulier peut être jugé comme très fiable ou pas fiable du tout. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des usages, des pratiques qui sont extrêmement fiables, c'est dans lesquelles les utilisateurs déterminent exactement les circonstances dans lesquelles ils utilisent leur simulation, leur IA, enfin ce qu'ils veulent, et globalement, cet ensemble de cas est très très fiable. Vous pouvez avoir des pratiques qui ne sont pas fiables du tout, sauf que dans certains cas, les deux pratiques peuvent se superposer, c'est-à-dire qu'il y a quand même des cas qui sont communs. Vous pouvez faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre. Vous faites, voilà, oui, là aussi j'utilise telle IA, telle simulation, sauf que moi, donc vous faites exactement la même chose que quelqu'un, sauf que dans un cas, ça appartient à une pratique qui est globalement complètement fiable, dans l'autre cas, ça appartient à une pratique qui n'est pas fiable du tout, sauf que dans les faits, de temps en temps, vous faites exactement la même chose, mais en fait pour des raisons complètement différentes. Donc ça veut dire que un même token process, selon qu'on le rattache à une pratique fiable ou pas fiable, peut être considéré comme fiable ou pas fiable. Alors là, je vous ai juste mis deux exemples particuliers. Donc premier exemple, vous pouvez dire j'utilise Wikipédia en général. Donc, je ferai vraiment des exemples simples. J'utilise Wikipédia en général, très bien. Ça, c'est une pratique, on va dire, votre fiabilité. On va mesurer sur toutes vos utilisations de Wikipédia, c'est pas terrible. Et puis vous allez avoir quelqu'un qui fait, j'utilise Wikipédia juste sur les articles techniques précis, sur les clés USB. OK. Sauf que la personne qui utilise Wikipédia de façon complètement générale va aussi les utiliser de façon, sur les clés USB de façon très particulière. Sauf que vous ne l'utilisez que pour ça, parce que vous savez que les articles sur les clés USB dans Wikipédia sont extrêmement fiables. Donc oui, vous allez faire exactement la même chose, vous allez suivre la même procédure, tout est identique, sauf que dans un cas, c'est une pratique qui est complètement fiable, dans l'autre, c'est une pratique qui n'est pas fiable du tout. Autre exemple, c'est ce que j'ai fait l'exemple de la multiplication, la multiplication par 11. Donc imaginez quelqu'un qui peut faire les multiplications, se dit à deux chiffres, se dit je prends les deux chiffres sur les côtés, j'additionne et ça me donne le truc. Donc 11 fois 63, ça fait 693. Sauf que vous pouvez avoir quelqu'un qui fait ça de façon systématique et ça ne va pas. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui globalement connaît les règles de multiplication et applique des sous-règles et qui fait ça juste pour les multiplications par 11 et là ça marche très bien. Donc dans un premier cas, vous avez la même chose est faite. Donc vous vous demandez quelle est la fiabilité de ce truc-là. Si vous rapportez ça à la gamme des cas d'utilisation, donc à l'usage, à l'usage au sens où on a délimité un problème, dans un cas ça marche très bien et c'est très fiable, dans l'autre ça ne l'est pas fiable du tout. Donc ça c'est pas mal, au sens où la notion qu'on développe ici de reliability in use permet de faire cette distinction assez fine et tout ne se réduit pas donc à ce qui se passe dans un processus particulier. Et donc du coup on peut également distribuer le blâme de façon, ou les éloges de façon adéquate pour les bons usages des artefacts épistémiques et notamment des IA. Alors, ensuite, j'ai un peu des différents cas. Il me reste quoi? On va dire 5 minutes. Alors, est-ce que ça va bien globalement? Alors, globalement, ça veut dire que notre évaluation de la fiabilité, on sort un petit peu du cadre habituel dans le conséquentialisme, dans lequel vous êtes coincé entre deux positions.
qui va être le conséquentialisme des tokens. On évalue les effets d'un processus particulier en disant c'est bon ou c'est pas bon. Donc, est-ce que je dois faire ça éthiquement? Vous regardez l'action particulière et c'est ça qu'on évalue. Et puis le conséquentialisme des types, où vous regardez des choses beaucoup plus générales qui sont les règles. Donc en général, on est coincé, il faut argumenter entre les deux. Là, il me semble qu'on est dans un cadre qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre, à savoir le degré de généralité de ce qu'on va évaluer, en fait, va changer selon le type de pratiques qui sont en jeu. Donc, et in fine, donc ça dépend du type d'activité des agents. Donc, est-ce que ça répond à mon critère initial qui était que les pratiques expertes sont mieux évaluées? Oui, au sens où que font des agents parfaitement vertueux? Alors d'abord, ils vont essayer au maximum de traiter différemment des cas qui sont différents. C'est ce que font les scientifiques. Les scientifiques, ils ont une situation, ils l'étudient sous toutes ses coutures pour voir exactement ce qu'il faut faire. Donc ils vont être justement dans la casuistique des cas ou des sous-classes de cas pour vraiment essayer localement de faire les bonnes choses. Et donc ce qui veut dire que les règles qui vont suivre vont correspondre à des classes de cas qui sont très petites, mais sur lesquelles ils auront des très bonnes raisons de considérer qu'ils font la bonne chose. Et donc pour cela, donc ils vont faire un petit peu, on va dire ce que disait Bibé, ils font des partitions dans tous les sens pour vraiment avoir des classes de cas qui sont fiables et à la fin, tout va bien. Et inversement, si vous êtes globalement pas très expert, vous allez utiliser plus globalement, vous allez dire je traite à chaque fois tous ces cas-là de la même façon, et forcément votre fiabilité va baisser. Donc ça, c'est ce que font donc ce que j'ai appelé les usages scientifiques ordinaires. Là, vous ne faites pas trop attention aux cas scientifiques que vous êtes en train de traiter, vous suivez juste les règles de votre communauté qui vous disent « Oh, attention, pour générer des nombres aléatoires, il faut faire ça ou ça. Pour utiliser les logiciels de dynamique des fluides, il faut faire ça ou ça. » Enfin, vous suivez les règles globales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez une pratique qui est beaucoup plus large, donc des classes de cas qui sont beaucoup plus larges, et sur ces classes de cas qu'il faut faire votre évaluation. Et comme c'est beaucoup plus large et beaucoup plus indiscriminé, bien sûr, votre fiabilité va baisser. Alors, donc là, on était encore chez les scientifiques qui utilisaient des règles particulières. Vous pouvez ensuite aller chez les agents ordinaires où on va suivre globalement les règles de la cognition usuelle. Alors là, j'accepte, je raisonne. Ou on va également suivre les recommandations publiques par rapport à des règles générales qui vous disent attention, Wikipédia, il ne faut pas le faire, il ne faut pas l'utiliser. Donc là, vous êtes sur des règles très très générales. Comme elles sont très générales, elles vont correspondre à beaucoup de cas d'application. Et donc, votre classe de cas sur lequel vous évaluez votre processus particulier va devoir être beaucoup plus large. Je conclus. Donc, on a une notion de fiabilité dans l'action, ce qui nous a demandé donc, de plus ou moins, en conceptualisation vraiment très minimale. J'ai essayé d'avoir une notion d'action qui soit la moins riche possible. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une notion riche. Je voulais juste avoir les ingrédients qui devaient être présents pour avoir des évaluations des performances qui fassent sens. Donc, conclusion, il me semble qu'on est, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un conséquentialisme qui n'est ni celui des tokens, ni celui des types, mais dans quelque chose qui est un peu entre les deux. Voilà pour les questions définitionnelles. Donc, c'est quand même une voie qui n'est pas usuelle. Ça pose bien sûr des problèmes épistémologiques, parce que quand je dis que si on veut correctement évaluer la fiabilité d'une action, ça veut dire qu'il faut reconstituer un schème d'action qui était en œuvre derrière, et bien sûr, ce genre de choses n'est pas transparent. Donc ça veut dire que sans enquête sur les raisons qui ont poussé aux gens à faire ça, les classes de cas qui auraient été considérées comme équivalentes pour l'usage, on n'aura pas accès à la notion de fiabilité souhaitée. Mais en fait, ça, c'est un problème épistémologique assez usuel. On a une notion qui est bien définie, et ensuite savoir si on est capable de mesurer les choses correctement, c'est toujours compliqué et pas immédiat. Petit problème peut-être plus gênant, c'est que les classes de cas qui seraient considérées équivalentes par les agents ne sont pas forcément complètement transparentes aux agents eux-mêmes. Donc il y a potentiellement des pratiques implicites à reconstituer. Donc là, ça devient assez atroce, mais bon, pourquoi pas. Et je finis sur deux derniers petits points. Alors, d'abord, je n'ai pas du tout discuté des cas, des métriques ou des mesures, parce que c'est bien de définir une classe de cas, mais ensuite, la fiabilité va dépendre complètement de la probabilité de chaque cas. Et selon les poids que vous mettez sur les différentes instances et
leur fréquence, les choses peuvent varier beaucoup. Donc en fait, si on veut avoir une discussion qui va jusqu'au bout sur ces questions de métriques de fiabilité, faut discuter la façon dont on évalue les métriques, et c'est pas du tout évident. Sauf que de nouveau, si on prend comme archétype notre expert, notre scientifique expert, c'est clairement quelque chose qui prend en compte. Parce que le scientifique expert, non seulement il sait pour quel type de cas il veut utiliser telle ou telle méthode, ou dire que tel ou tel moteur est fiable, mais en plus, les experts, ils se posent des questions sur la récurrence des types de cas dans les cas qu'ils étudient. Alors, exemple tout bête, quand vous faites des moteurs d'avion, il y a des événements assez rares en physique qui peuvent arriver, qui font que le moteur se coupe. Des choses de dynamique des fluides, ce qui se passe dans le moteur, des ondes pas terribles, qui font que, paf, tout qui se coupe. Donc, les gens qui font de l'avionique, je sais pas, voilà, se soucient de façon font très attention, justement, donc ils disent, on est plutôt dans telle gamme de cas physiques, et il faut que notre moteur fonctionne bien, mais en plus, on veut avoir une fiabilité qui soit haute, donc on va se poser des questions compliquées sur la récurrence de différents types de cas, donc en fait sur les distributions, pour faire une performance. Là, potentiellement la même chose. Dernier souci qui est plus lié à l'IA, c'est que pour tout ça, en fait, implicitement, j'ai utilisé en arrière-plan des notions de problème. Le problème, on a une performance par rapport à un problème informatique. Et donc c'est sans doute quelque chose une notion que j'utilise implicitement ou avec laquelle je réfléchis. Sauf qu'en informatique, d'habitude, les problèmes sont bien définis. À savoir la gamme des cas, des instances, on peut les décrire. Et potentiellement, ce n'est pas le cas pour les IA, parce que on prend un ensemble d'images, on fait notre entraînement, mais en fait, est-ce que vraiment on est capable de définir le problème comme on le fait quand on définit la multiplication? Ce n'est pas sûr du tout. Donc, si on a un problème de définitionnel par rapport aux problèmes résolus par les IA, ça complique encore plus les choses, on va dire à la fois pour les gens extérieurs qui disent « Ah, il a utilisé telle IA, voilà », mais également pour les agents qui ne sont pas... Enfin, quand un agent dit « Je suis en train de résoudre des multiplications », il sait clairement de quoi il cause. Quand il dit « Je suis en train de reconnaître des images de chiens », c'est beaucoup moins clair comme terme. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on est en train de décrire un problème, mais de façon pas propre, d'un point de vue informatique ou mathématique. Donc pour ça, potentiellement, c'est également un problème pour toutes ces questions d'évaluation. Merci.